C'est parti. Bonjour Esther. Salut! Salut. Merci d'être là. Avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, donc on va parler, on va commencer en tout cas à parler de production de contenu et de tout ce que tu fais toi dans ton entreprise. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, dire qui tu es et ce que Ouais. Alors, je vais dire plus ce que je fais que qui je suis parce que sinon on est là 2 heures. Non. Donc, Esther Taïfé, je suis coach en émotion, mais spécialisée en particulier sur la perte de poids. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à perdre du poids alors qu'on sait exactement quoi faire, mais on n'arrive pas à le faire. Donc, on sait quoi manger, on sait quoi faire comme sport, mais en pratique, on ne le fait pas. J'ai une présence sur YouTube depuis, donc ça va faire 7 ans en novembre que je crée des vidéos, sachant que ma chaîne YouTube a énormément évolué, elle a beaucoup changé. Elle m'a un peu suivie, c'est un petit peu mon journal de bord, quoi. Et j'ai un podcast orienté sur le coaching depuis 2 ans, ça fera 2 ans là en septembre. Et c'est un podcast qui s'appelle Se sentir bien et qui a pour objectif d'aider chacun à s'auto-coacher, en fait, à apprendre tous les outils qu'il faut pour s'auto-coacher. Donc, c'est intéressant à la fois pour les coachs de le suivre parce que ça leur donne vraiment tous les outils avec beaucoup de mise en pratique, et à la fois pour les personnes qui ont très envie d'être indépendants émotionnellement et de se débrouiller tout ça. Donc, voilà. Donc, je crée un contenu, on va parler de ça, je crée un podcast par semaine, 2 vidéos par semaine, et j'ai aussi une communauté. En fait, j'ai ce que j'appelle la communauté, qui est un abonnement où je crée 5 contenus de 10 minutes par semaine audio. Donc ça me fait quand même pas mal de contenu toutes les semaines. Du coup, tu me disais, tu as commencé, parce que toi, tu n'as pas commencé tout de suite ta chaîne pour la monétiser au départ. C'est Ouais, c'est ça? ouais, c'était l'époque du YouTube où j'ai un peu vu la lumière, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais faire des vidéos. Et j'étais même pas au courant qu'il y avait vraiment des gens qui en vivaient. C'était déjà le cas à ce moment-là, je pense, parce qu'on était en 2012. Donc, il y avait déjà des personnes qui devaient en vivre, mais j'avais pas réalisé, quoi. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que la chaîne a beaucoup changé. C'est-à-dire que il a fallu, si je voulais en faire quelque chose qui soit monétisable. Après, c'était mon envie aussi, mais finalement, en fait, c'est plus le podcast, on va dire. C'est plus la création du podcast il y a 2 ans qui a vraiment été orientée vers le business et ce que je voulais faire. La chaîne me suit parce que j'adore, mais c'est vrai que je markete un peu moins sur la chaîne, même si ça fait partie de moi, malgré tout. Je peux pas faire autrement que marketer, mais c'est pas l'objectif, en fait. Mais Et, ça se fait sur la chaîne. alors moi, ce que je trouve impressionnant, en tout cas, quand je regarde ce que tu fais, c'est la quantité de contenu que tu produis, Ouais. que ce soit vidéo, comme tu disais, vidéo, audio, en fait, le podcast, la communauté, et la régularité que tu as, en fait, aussi, surtout sur la production de contenu. Comment ça se passe pour toi? Comment tu as les idées? Est-ce que c'est un truc hyper organisé ou est-ce que tu le fais un peu à l'intuition? C'est un peu les deux. J'ai appris à entraîner l'intuition. J'ai toujours des idées de contenu. Alors, en fait, moi, c'est assez bizarre, mais si tu veux, le fait de créer du contenu, c'est vraiment une façon de me débarrasser de toutes mes idées. C'est ouf, ça y est, c'est plus là. Donc, c'est un peu un moyen de me débarrasser de mes idées. Mais j'ai remarqué, en fait, j'ai appris à faire beaucoup de contenu par le passé sur YouTube où je me suis donné des challenges où pendant une semaine ou 10 jours ou un mois, je faisais un contenu par jour juste pour le challenge. Et en fait, je me suis aperçue assez vite que quand tu fais un contenu par jour, tu termines. Alors, tu commences le challenge en te disant, mon Dieu, je vais jamais arriver au bout, j'ai que 10 idées, il y a 30 jours, comment je vais faire? Donc, tu commences tes 10 idées et en fait, les gens te posent des questions, du coup, ça t'en donne d'autres. Et toi, tu te rends compte que tu n'es pas allé au bout d'un truc ou que tu voulais mettre trop de choses dans une vidéo et que du coup, tu vas devoir en faire 3 en fait. Et je terminais toujours mes challenges de un mois avec plus d'idées de vidéos que quand que lorsque j'avais commencé, alors que j'avais quand même fait 30 contenus. Du coup, j'ai compris assez vite que la création de contenu, c'est comme même si beaucoup de gens ne voient pas comme ça, quelque chose de créatif en fait. Et toute créativité, pour pouvoir avoir plus d'idées, il faut créer continuellement en fait. Donc, je dirais que la façon que je fonctionne, qui me permet de créer beaucoup de contenu, c'est surtout de continuer à en faire et d'en faire et d'en faire et d'en faire. Il y a des contenus, c'est sûr que comme je crée beaucoup, il y a des contenus qui sont moins bons que d'autres. Et j'ai lâché prise en fait par rapport à ça aussi. Me dire, tiens, si il y a un contenu qui est moins bon, si je me dis après coup, ah mince, j'aurais dû prendre tel exemple, c'était tellement bien, je fais la version 2.0 de cette vidéo-là et je rajoute l'exemple, quoi. Ouais. Ça me pose pas de problème de faire ça. Je sais pas si ça répond. Oui, ça répond. Et J'ai quand même une organisation.
Ouais, je voulais juste rajouter. Une organisation aussi sur comment est-ce que tu fais ça. C'est-à-dire que tout faire juste au feeling, ça ne marche pas. Pas pour, en tout cas, autant de contenu. Genre, tant que j'étais qu'à 2 vidéos par semaine et que je n'avais pas de communauté, que je n'avais pas de chaîne YouTube, de podcast, c'était bon. 2 vidéos par semaine, je pouvais le faire à l'intuition, même en les mettant à date fixe. Par contre, dès que j'ai voulu faire plus, là, ça me demande de m'organiser un peu plus. Mais du coup, ce que je fais, c'est que tous les jours, en fait, je note des idées. Et puis, je prends du temps. En fait, je sais pas comment dire en français, je batch. Comment dire en français? Je filme en même temps plusieurs vidéos. Ouais, voilà, je groupe le travail juste parce que c'est plus efficace. Du coup, je vais filmer plusieurs vidéos à la suite, plusieurs podcasts à la suite. Mais en fait, je vais juste piocher dans mes idées, dans ce que j'ai écrit, et je vais pas me dire, tiens, tel jour, il faut que je filme ça. Je vais pas organiser de cette manière-là. Je vais pas me dire, tel jour, je filme ça, puis tel jour, il y a ça qui sort. C'est plus, je me dis, ok, je vais filmer pendant 4 heures. Je me suis bloqué 4 heures tel jour pour filmer. Je sais pas exactement combien je vais filmer. Je vais peut-être en filmer 4, peut-être 8, peut-être 10. Ça m'est déjà arrivé de filmer 10 vidéos à la suite. Et je vais filmer ce qui me parle dans ma liste d'idées, en fait. Ou les nouvelles idées qui me viennent en lisant dans ma liste d'idées. Tu vois? Donc, je suis organisée, mais je marche quand même avec l'intuition. Ouais. Et tu prépares à l'avance que… Parce que tu as des vidéos qui sont quand même relativement longues. Ton podcast aussi, hein, je crois qu'il dure une vingtaine de minutes. Ouais, c'est 20-30 minutes le format du podcast. Donc, du coup, c'est relativement long. Est-ce que tu prépares, tu structures tout ce que tu vas dire à l'avance? Oui et non. C'est-à-dire que moi, je le vois vraiment comme un… Je le fais exactement comme si je devais faire une présentation orale, genre une conférence, quoi. Je sais vraiment ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des bullet points. J'ai préparé ce que j'allais dire. J'ai mes exemples. J'ai les mots que j'oublie à chaque fois qui sont écrits sur quelque part. Et je le fais vraiment comme si c'était une présentation. C'est-à-dire que des fois, il y a des vidéos, je les filme en une fois parce que c'est un truc que j'ai tellement raconté, soit des coachés, soit en conférence ou quoi, que c'est des choses dont je les maîtrise. Enfin, non pas que le reste je ne maîtrise pas, mais le déroulé et les exemples, je les connais déjà bien et je sais qu'ils s'enchaînent bien. Puis des fois, j'ai un nouveau plan et bon, je le filme et en fait, ça ne convient pas, comme si je m'entraînais pour une présentation. Donc dans ce cas, j'efface et je le refilme direct et je sais que la deuxième fois, ce sera mieux. Donc, voilà. Tu fais, toi, d'avoir l'impression de t'adresser à quelqu'un en particulier ou c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour toi pour l'enregistrement? Ouais, alors, ça peut m'arriver quand je suis sur une thématique spécifique à une question. Là, je vois certaines clientes que j'ai, je me dis, tiens, ça, c'est pour elles. Mais dans l'ensemble, non. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de m'adresser, que ce soit sur le podcast ou sur la chaîne. Je vous vois, je ne m'adresse pas à une personne, en fait. Je m'adresse tout le temps à un groupe. Et j'aime bien, en fait, je joue de ça parce que ça me permet d'aller mettre le doigt sur un truc sans que la personne, elle se sente directement concernée. Alors, il y a aussi l'effet, du coup, que tu n'es pas directement concerné. Donc, ça doit, a priori, normalement, si je comprends le marketing, ça devrait convertir moins. Mais moi, je ne l'observe pas dans ma façon de communiquer. Mais j'aime bien cette idée un peu de détacher. La personne, elle peut prendre. Et si elle n'est pas prête à le prendre, elle dira oui, bon, c'est pour les autres, quoi. Alors, ça me fait penser à un truc, tu parlais de la liste d'idées, et c'est moi, ça me fait penser à un truc que souvent ça m'arrive. Hein. Donc, je note plein d'idées, et quand je la reprends, donc soit je me souviens plus ce que je voulais dire sur une idée, soit je me dis non, celle-là, elle est vraiment trop nulle. C'est des trucs qui t'arrivent aussi ou c'est pas… Ouais, ça m'arrive. Alors, j'ai trouvé ça m'arrivait, on va dire. Maintenant, j'ai trouvé un moyen de contourner ça. C'est-à-dire que quand je note une idée, si je ne mets pas juste un mot ou un titre ou une idée, je me fais toujours 3-4 bullet points en dessous pour qu'est-ce que je veux dire. Alors, ça peut être le nom de l'exemple. Alors, des fois, c'est des trucs, bon, même en le relisant, je fais supermarché. Je fais, c'est quoi l'exemple du supermarché, Esther? Alors, attends, bon, il y a quand même des fois où j'ai un peu de mal à me suivre, mais dans l'ensemble, ça m'aide. Et souvent, je me rends compte dans ce cas-là si l'idée est mauvaise au moment où j'écris. Parce que si j'ai pas 3-4 bullet points à faire, c'est qu'en fait, cette idée, elle fera partie d'autre chose plus tard, ou c'est en fait juste un exemple, c'est en fait juste un petit truc qui doit rentrer dans un autre contenu, en fait. Okay. Au début, ce que j'avais, par contre, c'était vraiment la peur. Et ça a été surtout quand j'ai commencé à vouloir vivre de la chaîne. J'avais pas mal peur que mes contenus, enfin, si tu veux, que ce que j'ai apporté à une audience ciblée à qui je veux apporter du contenu, ce soit, j'ai vite fait le tour. Parce qu'en fait, jusqu'alors,
dans mes vidéos, ce qui se passait, c'était que je parlais de tout ce qui me venait à l'esprit. Donc, je pouvais parler de sujets de société, je pouvais parler je pouvais interviewer des personnes ou dire, tiens, j'ai lu tel truc, ça m'a fait penser à telle chose. Et donc, en fait, je savais qu'il n'y aurait jamais un manque d'idées. Donc, je n'avais pas cette peur-là, parce que je me disais, tant que je continue à lire et à voir des gens et à parler de trucs autour de moi, il y aura toujours des sujets pour alimenter la chaîne. Par contre, à partir du moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie de coacher sur cette thématique-là, et ça me parle, là, je me suis dit, bah, j'ai un nombre fini de choses à dire. Et donc, à partir de là, ça a été un peu plus, ma façon de créer du contenu était un peu différente. Il a fallu que je me pose la question de comment j'allais organiser les idées. Et en fait, ce que je me suis aperçue avec le temps, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème à me dire que je pourrais créer du contenu pendant 10 ans sur le même sujet, c'est qu'en en fait, il ne faut pas avoir peur de répéter. Il ne faut pas avoir peur de répéter les choses différemment, dans d'autres contextes. Et toi aussi, tu t'aperçois qu'en les répétant dans différentes vidéos, dans différents podcasts, dans même différents mails, avec différents exemples et différents contextes, tu t'améliores aussi dans ta façon d'expliquer et t'amènes les gens avec toi. Les gens évoluent avec toi. Où au début, ben, tu es un peu en surface parce que tu as voulu faire un truc hyper complet. Donc, en fait, tu n'as pas pu aller profond. Donc, tu es resté en surface. En fait, plus le temps passe, plus tu vas loin. Et c'est quelque chose qu'on me dit souvent dans le podcast. On me dit, oh, moi, je suis impressionnée par la façon dont tu as construit les idées. Du coup, c'est progressif et on voit que tu nous emmènes dans une direction. Moi, je suis là, mais je vous emmène nulle part. En fait, c'est moi-même qui comprends de manière plus profonde au fur et à mesure et qui m'alimente de ce que les gens me donnent, de moi, mes lectures, moi, mon propre développement personnel aussi, qui fait que, voilà, et il y a plein de choses que je répète tout le temps. Et pourtant, les gens n'ont pas cette impression-là parce qu'en fait, chacun a besoin d'avoir une même information qui est proposée un certain nombre de fois avant de l'assimiler. Et ceux pour qui c'est acquis, bah, ils sont juste plus là parce qu'ils ont fini de coacher et c'est bon, hein, ils ont plus besoin d'écouter ton contenu et donc en répétition, ils ne gênent pas, quoi. Mais ça, c'est super intéressant à dire parce que ça, ouais, je sais qu'il y a aussi une problématique que je rencontre souvent avec mes clients sur le fait de répéter ou de dire, ben, comme tu disais, le nombre de sujets est fini. Mais en fin de compte, parce qu'on évolue, nous, on a de toute façon une manière différente de l'aborder. Ouais. Et dans des exemples, c'est un peu comme quand on était, moi je me souviens genre de cours, genre un cours de maths à l'école. Le prof, s'il n'a qu'une façon d'expliquer, toute la classe ne va pas comprendre. C'est important de passer par plein de manières d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. On parlait juste avant, donc ça va être un sans transition parce que du coup, je n'ai pas du tout la bonne transition pour arriver à ça. On parlait juste avant de burn-out de l'entrepreneur et tu parlais de charge mentale en fait par rapport à ça. Est-ce que c'est lié à la production de contenu ou pas spécialement au fait que… Ouais, alors en fait, ouais, ce qu'on disait, c'était que du coup, en créant autant de contenu et en ayant l'entreprise qui se montait, il y a même eu une période, bon, j'avais pas la communauté à ce moment-là, mais j'avais un boulot à temps plein, un boulot traditionnel, donc 9h à 17h, quoi. Il y a eu un moment où la fatigue, ça a commencé à s'accumuler, normal, et là, on va dire, donc j'ai arrêté mon autre travail l'année dernière, il y a tout pile un an, et du coup, à partir de là, le problème, c'est que j'avais déjà accumulé de la fatigue. Donc, vers décembre, on va dire, j'ai commencé à être vraiment crevée et au point que dans mon entourage, le mot burn-out est ressorti plusieurs fois jusqu'à ce qu'au mois de mars-avril de cette année, ça soit même flagrant à mes yeux, ce qui est l'une des choses les plus difficiles à faire quand tu es dedans, en fait. Et les choses qui me revenaient dans l'entourage, c'était « mais tu produis beaucoup trop de contenu, ralentis, fais plus qu'une vidéo par semaine. » Et moi, ce que je voyais de l'intérieur, c'était que ce qui me mettait dans cette situation de fatigue, en fait, c'était pas d'épuisement même émotionnel et tout, c'était pas la quantité de contenu que je faisais, parce que factuellement, si tu regardais mon emploi du temps, en fait, moi, me faire des vidéos, parce que c'est facile pour moi, et parce que j'ai de l'entraînement, il faut voir que là, je sais pas combien il y a de vidéos en tout sur la chaîne, mais on en est peut-être à 700 ou 800 vidéos, donc ouais, il y a aussi ça. C'est ça. Aujourd'hui, faire des vidéos, ça me prend pas longtemps. Quand j'ai commencé, ça me prenait une demi-journée de faire une vidéo. Maintenant, en une demi-journée, j'en fais 8, quoi. Donc, c'était pas ça. Je savais que c'était pas une question de je travaille trop et je passe trop de temps à filmer ou à enregistrer ou à chercher des idées, parce que pour moi, c'était même la partie. Genre, si tu me l'enlèves, le boulot n'a plus de sens. Là, j'ai juste envie de mourir si tu m'enlèves le seul truc que j'aime dans tout ce truc-là, tu vois. Je trouve que c'est un truc hyper important à comprendre pour les entrepreneurs qui sont en train de faire un burn-out ou quoi, c'est que c'est jamais les actions qui te mettent dans le burn-out. C'est jamais parce que tu travailles trop en quantité. Enfin, c'est rarement. Alors, il y a peut-être des fois où effectivement, si tu dors pas et que tu fais que travailler tout du long, mais la plupart du temps, en fait,
tu travailles un certain nombre d'heures qui est raisonnable, mais ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas raisonnable, c'est toute la charge mentale que tu as autour de ça. Le brouhaha, moi j'appelle ça le brouhaha mental, où en fait ça s'arrête jamais, du coup tu dors pas, tu es tout le temps dans les transports ou les allers-retours, et du coup pareil, brouhaha pendant tout ce temps-là. Et en fait, ton cerveau n'a pas de répit. Et pour moi, ça a été important de maîtriser ça, en fait, d'aller ralentir finalement le cerveau et les inquiétudes et tout ça, mais ce n'était pas lié à la quantité de travail, parce que concrètement, je me suis reposée, j'ai pris du temps, j'ai pris du recul, mais aujourd'hui, je travaille pas moins que juste avant, en fait. En C'est juste quantité, tu veux dire, ouais. en quantité. Alors, je vais plus déléguer. En fait, je vais déléguer, mais c'est même pas parce que les choses que je délègue m'auraient pris du temps, mais juste parce que c'est une charge mentale que je ne veux pas avoir. Du coup, je la délègue plus. Et souvent, tu vois, le conseil qu'on a, c'est délègue, délègue, délègue pour ne pas faire un burn-out. Et c'est vrai, mais c'est pas pour la raison qu'on pense. C'est pas parce que tu as trop de boulot. C'est parce que tu peux pas être là, là, là et là, quoi. Et c'est vraiment juste ça. Et enfin bon, je sais pas si ça aiderait tes clientes ou quoi, ou si c'est des patterns que tu as pu observer toi aussi de ton côté. Mais... Ce qui est intéressant, justement, je suis assez d'accord avec toi, c'est sur le fait de déléguer. Là, du coup, c'est plus là, moi, ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est que je me dis, en fait, au niveau de timing, temps pur, je ne suis pas blindée encore au niveau de mon agenda, tu vois. Donc, techniquement, je n'ai pas besoin de déléguer. Mais en fin de compte, oui, c'est un besoin, sauf qu'il n'est pas, c'est pas un besoin physique. C'est ça qui est assez intéressant ouais. à voir ça. la différence. Et si tu regardes finalement les entrepreneurs, en tout cas qui font notre métier, des métiers de service comme ça, en fait, concrètement, ils travaillent rarement plus de 2 ou 3 jours par semaine, en fait. Et ils ne pourraient pas faire plus. Et de l'extérieur, moi, en tant que grosse bosseuse et tout, puis j'avais tout un ego. Bon, j'ai dû bosser bien sûr sur moi, mais j'avais tout un ego de travailler, c'est important, le travail, c'est une vertu, etc. En fait, ils ne pourraient pas travailler plus parce que s'ils travaillaient plus, en fait, la tâche à laquelle ils sont le meilleur ne prend pas plus de temps que ça. Et s'ils travaillaient plus, ils se disperseraient, en fait. Et c'est hyper important de comprendre ça dans nos métiers, qu'en fait, est-ce qu'on est prêt ou non à travailler moins, en fait, à un moment donné, pour être plus efficace. Il y a une grosse croyance limitante sur justement le travail que déjà, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas gagner d'argent, tu ne vas pas réussir, ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup de gens que je vois moi aussi dans mes clientes qui travaillent énormément, mais qui n'ont pas forcément du coup les résultats chiffrés derrière qu'elles voudraient. Mais comme quoi, on voit bien que c'est pas un lien direct. Mais tu sais, là j'ai pris un mois de vacances, comme tu sais, où je suis partie loin, je suis partie au Costa Rica. Et au moment où je l'ai booké, c'est au mois de mars-avril, je crois. Donc au moment où j'ai vraiment compris que là j'étais en burn-out, je me suis dit, ok, il me faut moi, je me connais, il me faut une contrainte. Donc je me suis dit, je vais me prendre un mois, je vais me le booker, je vais prendre les billets d'avion et maintenant il va falloir que je trouve une solution pour ne pas être là pendant un mois. Et là, j'ai eu toutes les croyances de mon Dieu, l'entreprise va s'effondrer, on va perdre de l'argent, on va être à la rue, genre tout est foutu, mais qu'est-ce que tu as fait? Voilà, comme si j'étais indispensable, tu vois. Alors que j'avais quand même, à ce moment-là, j'avais Claudia et j'avais Leïla qui était sur le point d'être embauchée et je savais que j'allais pouvoir trouver même d'autres personnes d'appoint s'il y en avait, si j'avais besoin. Parce qu'en plus, avec la chaîne, je suis contactée régulièrement par des personnes qui cherchent du travail et qui me disent je veux bien t'aider, je peux t'aider là-dessus, là-dessus, là-dessus. Donc, j'ai une liste de CV. Enfin, je suis pas. Enfin, je peux, quoi. J'avais toutes ces croyances et je me disais, puis mes coachés vont se sentir abandonnés, mes clientes et tout ça et tout ça. Puis en fait, je leur ai tout dit, bon, écoutez, du coup, je prends un mois de vacances. Et en fait, je me suis dit, oui, mais c'est comme quand tu vas, je sais pas, chez ton chiropracteur, quand il prend un mois de vacances, il n'est pas là, il y a son remplaçant pendant que tu n'es pas là. Et moi, j'avais Leïla qui me remplaçait. Donc, soit tu vois le remplaçant, soit tu attends que ton chiropracteur revienne de vacances et puis ça choque personne. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou toutes les croyances que j'avais. Et à propos de l'argent, le truc très drôle, c'est que le mois de juin, donc où j'étais pas là, pour l'instant, donc là on filme, c'est au mois de juillet, donc bon, j'ai pas de recul, mais c'est le meilleur mois de l'année. Ouais. Mais ça, c'est un truc de fou. J'ai fait plus d'argent en glandorien au Costa Rica. Mon meilleur mois, c'est quand j'étais à Bali pour le moment. Non, mais c'est drôle. C'est vraiment un truc de fou et j'ai vu que ça revenait sur plein d'entrepreneurs en fait. Et en plus de ça, même pour les filles, elles sont meilleures maintenant parce que pendant un mois, je leur ai dit bon, prenez le bébé et s'il y a des décisions urgentes, alors s'il y a des décisions pas urgentes,
et que vous ne savez pas quoi faire, bah, attendez que je revienne. Si c'est urgent, faites comme c'était vous. Faites comme c'était votre bébé et puis voilà. Et du coup, Et tu as si réussi à complètement, t'as réussi à complètement lâcher. Comment toi, tu as géré Alors, ça de ton côté? la première semaine, absolument pas. Absolument pas la première semaine. La première semaine, c'était mon Dieu, mais on capte pas ici, mais c'est merdique. J'étais comme ça. C'est genre, oh mon Dieu, il faut au moins que j'arrive à me connecter sur Slack. Je sais maintenant que de la 3G ne suffit pas pour Slack. Euh, J'étais là, mon Dieu, mais comment elles vont faire? Et c'était, ouais, plus moi, mon addiction de, oh mon Dieu, est-ce que mes contenus sont bien mis? Est-ce que j'ai bien programmé le bonjour? Est-ce que je me suis pas gourée sur la time zone ou je ne sais quoi? Donc, la première semaine, j'ai pas du tout décroché. Et après assez vite, j'ai décroché. Ouais. Une fois que j'ai décroché, j'ai vraiment décroché. Et le truc, c'est que la machine à créativité s'est remise en route. Du coup, après 2 semaines et demie, 3 semaines de vacances, je me suis reconnectée pour donner des instructions aux filles parce qu'il y avait des choses qui avaient shifté dans ma tête auxquelles je ne serais plus alignée. Je me suis dit, si je leur dis pas, la boîte ne va pas faire d'argent. En fait. Parce que là, on va être bloqué. Du coup, je leur ai dit. Et effectivement, juste après, en fait, les taux de conversion étaient bien meilleurs. Donc, je me suis, oui, j'ai raccroché un petit peu, mais doucement et certainement pas avec le stress et la charge mentale que j'avais avant, quoi. Du coup, par rapport à la charge mentale dont tu parlais de déléguer, il y a d'autres choses que tu as mis en place pour être plus sereine à ce niveau-là? Oui, ça, je l'avais mis un peu avant, mais j'arrivais pas bien à l'appliquer, mais j'en avais pris conscience avant. C'est des vrais moments, alors c'est très naïf, hein, mais je pense que les entrepreneurs se reconnaîtront là-dedans. C'est d'avoir des vrais moments de famille, en fait, où le téléphone n'est pas là et l'ordinateur n'est pas là. Parce que moi, j'avais toujours un petit truc genre, non, mais je regarde juste ma mise en ligne et puis dès que c'est bon, je clique sur publier, tu vois. Et tu sais, j'ai l'ordinateur dans un coin, on est en train de parler, on fait à manger ou quoi. Et j'avais toujours l'ordinateur, une upload qui est en train de se finir, une miniature qui est en train de s'exporter, un truc comme ça, quoi. Et là, j'ai vraiment fait un truc où il y a un moment de ma journée où ça s'arrête. Il y a aussi une décision que j'ai prise, c'est que je ne coache plus le soir. C'est terminé, donc ça, c'était quelque chose que je faisais avant. Donc, après 18h, ma journée est finie, quoi qu'il arrive. J'avais déjà mis en place de ne plus travailler le week-end. C'était quelque chose que je faisais avant. Ça, je l'ai mis en place depuis janvier, mais en fait, je l'enfreignais assez régulièrement. Et là, maintenant, j'ai mis en place vraiment un truc clair et je me suis dit, OK, quand est-ce que je veux travailler? Et je travaille sur du one-to-one et sur des calls avec des clients que les lundis, mardis et mercredis après-midi. Et en fait, je me suis dégagée aussi toutes mes matinées, pas pour ne rien faire, mais pour vraiment écrire du contenu, faire mon sport, tout un tas enfin, avoir de l'espace en fait. Ouais. Le but du jeu, c'est de baisser la charge mentale. Parce que si tu te crées un emploi du temps où tu as clairement, là, c'est là où je fais mes appels, là, c'est le temps de famille et là, c'est un temps libre, ben, ça devient beaucoup plus. Enfin, la charge mentale est plus là, en fait. Et moi, j'avais cette croyance que si je mettais trop en place un emploi du temps, de toute façon, je n'allais pas le suivre parce que j'avais besoin d'une certaine flexibilité. Tu sais, comme je t'ai dit, sur les contenus, je ne peux pas planifier quel contenu je vais publier tel jour parce que ça va dépendre de lequel j'ai envie de filmer à ce moment-là. Mais je me suis fait un peu ce que j'avais fait avec les contenus, c'est-à-dire que je me suis fait des grandes boîtes, quoi. Genre, les après-midi, je travaille avec des clientes. Les matins, c'est pour moi. Donc, si c'est plutôt sport ou si c'est plutôt j'écris des pages et des pages sur qu'est-ce qu'on va faire dans le business dans les années qui viennent, bah, c'est ça, tu vois. Et le soir, et le week-end, c'est famille. Alors, parfois pas du tout. Parfois, je suis hyper inspirée et j'ai envie d'écrire et bah, j'écris. Mais c'est un espace qui est libre, en fait. Ouais. Tu vois, où il n'y a pas une charge de mon Dieu, quelle est la prochaine tâche, etc. Quoi. Je te disais juste avant, moi, c'est quelque chose qui revient souvent chez mes clientes, c'est la peur en fait, liée à la peur de réussir, donc liée à la peur que leur entreprise décolle vraiment. Il y a justement cette peur de s'épuiser et de trop travailler. Voilà, on a déjà parlé de déléguer, de mettre en place des choses, mais du coup, toi, tu l'as vécu avec le burn-out. À partir de quel moment ou qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner sur ça pour les personnes qui se disent là, si je me lance et que j'y vais et que ça décolle vraiment, je vais m'épuiser parce que souvent, moi, je l'ai vraiment remarqué comme quelque chose qui bloquait les personnes inconsciemment Ouais. de se lancer. J'avais ça aussi et je m'auto-sabotais sur pas mal de trucs parce que l'entreprise avait les moyens de
pratique de grimper bien plus vite que ça. Le gros truc pour moi, alors je sais pas si ce sera le cas pour tout le monde, mais moi, la grosse croyance limitante qu'il a fallu que je m'enlève, c'est que ça n'a pas besoin d'être moi. Et il y a vraiment un truc où, notamment le one-to-one avec les clients, où j'étais persuadée que les personnes m'avaient entendu moi dans le podcast et m'avaient vu moi en vidéo, et du coup, ça devait être moi qui les coach. Et je me disais, bah, du coup, je suis limitée forcément, puisque mon temps l'est. Et en fait, je pense que le gros truc, mais moi, ça m'a pris du temps à le shifter dans ma tête. Genre, je l'ai compris assez vite en observant d'autres coachs. Je me disais, bah tiens, tel coach qui me forme, c'est pas elle que j'ai en coaching et mon coaching est très bien et j'ai pas de problème avec ça. Et pourtant, c'est elle que je suis, c'est elle qui fait le podcast. Et pourquoi moi, je pense que mes clientes, elles, n'accepteront pas ça. Moi, je l'accepte pour ma coach, mais par contre, mes clientes n'accepteront pas pour moi. Et donc, il m'a fallu lâcher prise là-dessus et et le fait de partir en vacances, ça m'a beaucoup aidé. Alors, j'avais déjà un peu lâché prise avant. Mais le fait de partir en vacances, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis confrontée au truc dont j'avais peur. C'est-à-dire des clients qui m'ont dit, ah ouais, mais non, nous, on veut pas Leïla. Nous, on veut toi. Et de devoir leur dire, ok, mais tu veux des résultats ou tu veux pas de résultats? En fait, c'est ça le truc. Et donc, ouais, on a eu un peu de résistance là-dessus parce que c'était ma croyance au moment où j'ai fait intégrer ces filles-là dans le programme. Par contre, toutes celles qui étaient intégrées depuis que j'avais commencé à lâcher sur cette croyance et que j'avais intégré Leïla, elles en avaient, mais alors rien à faire que ce soit Leïla ou moi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'après mon retour, je me suis presque pris un vent lorsque j'ai repris mon créneau, parce qu'on faisait des groupes, et j'en ai eu une qui s'est pointée, alors que le créneau de Leïla, elles étaient genre 10. J'étais, ah, mais c'est quoi ce délire? Genre, ok, donc c'est bon, on s'en fout de moi. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Aussi parce que je me mettais cette pression, tu sais, comment dire, il va falloir que je les coach, et c'est le coaching que je leur faisais à chaque fois avant, mais il va falloir que je les coach sur le fait que leur réussite ne dépend pas de moi. C'est à la fin, c'est genre merci Esther, t'as changé ma vie, gna, gna, gna. Et leur dire non, non, approprie-toi ta réussite parce qu'en fait, moi, je t'ai juste montré le chemin ou je t'ai juste montré les méthodes, mais finalement, c'est pas moi qui ai fait ta réussite. Et là, je me dis, bah en fait, on gagne un temps fou parce qu'on n'a pas besoin de les coacher là-dessus parce qu'elles le voient d'elles-mêmes en fait en arrivant dans le programme, vu que en fait, on a créé finalement, enfin, j'ai créé une identité au sein du programme par la méthode et par la façon dont on coach, qui fait que de toute façon, c'est authentique avec les contenus, c'est authentique avec ce qu'elles viennent chercher. Et moi, je fais plus qu'un call dans la semaine où là, j'ai tout le monde en même temps et c'est scalable à l'infini. Genre, même si elles étaient 300 dans le programme ou 1000 dans le programme, elles pourraient l'être parce que ce call-là n'a pas besoin d'être du one-to-one. Et finalement, je fais qu'un call sur là où je suis la meilleure. Donc, finalement, on peut avoir plus de monde avec moi qui travaille beaucoup moins. Et le gros truc, et je pense que c'est vraiment le gros truc où chacun des coachs doivent se coacher là-dessus, c'est de se dire, ok, ça n'a pas besoin d'être moi. Ouais, ça c'est hyper important. Et je rebondis parce que tu parlais de croyances limitantes. Aujourd'hui, donc toi, tu coaches en groupe. Ouais. Ouais. Donc j'imagine que... C'est même plus moi qui tiens mes propres groupes. Il n'y en a qu'un seul que je tiens encore parce qu'au moment où elles ont signé, c'était pas le deal, mais maintenant, c'est même plus le cas. Ouais. Et est-ce que toi, tu as parce que moi, dans les personnes, donc pas dans mes clientes, mais dans des personnes autour, prospects ou autres, il y a des personnes qui sont en résistance sur le fait qu'on peut coacher sur des croyances limitantes, sur de l'émotionnel, sur de l'inconscient en groupe et qui me disent non, mais s'il n'y a pas d'individuel, c'est pas possible en fait. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu ou comment est-ce que tu. Enfin, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, moi, je suis passée au groupe parce que, en fait, j'étais pas du tout, enfin, j'étais persuadée de ça aussi. J'avais fait que de l'individuel. Et un jour, ma coach avec qui j'étais en individuel m'a proposé de rejoindre un de ses groupes à un moment. Et pour une problématique précise qui était un peu périphérique du travail qu'on était en train de faire. Et je me suis dit, bon, bah oui, pourquoi pas, mais j'y crois pas du tout. Genre, moi, il me faut de l'individuel. J'ai besoin de place, je parle beaucoup, il me faut de l'individuel. Et je me suis retrouvée dans ce groupe et j'ai vu, en fait, j'ai vu combien le fait d'entendre quelqu'un d'autre dire une problématique que soit tu as connue par le passé, que tu as plu, te dire, et pouvoir te voir ton avancée et voir ton chemin. Soit quelqu'un qui dit une problématique que tu n'as pas encore, mais que tu sens qu'elle va venir. Soit une problématique que tu as maintenant, mais qui est dans ton inconscient et que tu ne peux pas l'amener en session individuelle, en fait. Parce que toi, tu n'en as pas conscience, donc en fait, tu ne vas pas l'amener. Du coup, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui en a conscience et qui l'amène, tu te dis, ah, en fait, ça résonne, c'est bizarre et j'ai envie de chialer. Pourquoi? Parce que cette personne est en train d'amener un truc qui me touche aussi. Donc, je l'ai vu.
Et du coup, je l'ai testé direct. Moi, je suis comme ça, hein. Dès que je vois un truc dès que je lis un truc ou quoi, je teste et je fais de l'essai-erreur. Je fais beaucoup d'essais-erreurs. Donc, les filles, d'ailleurs, dans la boîte, elles ont intérêt à me suivre et des fois, elles sont là. OK, OK, on change tout. D'accord. Genre, je fais beaucoup d'essais-erreurs. Du coup, je l'ai testé direct et j'ai vu que les filles avaient plus de résultats, en fait. J'avais de meilleurs résultats en groupe qu'en individuel pour cette même exacte raison. C'est-à-dire que très souvent, tu ne peux amener en session individuelle que ce dont tu as conscience, c'est tout. En fait. Et donc, il faut quand même créer une atmosphère de confiance. Donc, moi, dans mes groupes, la façon dont ça se passe pas et qui se passe dans beaucoup de groupes que j'ai pu voir, c'est que je suis pas OK. Moi, je suis pas alignée avec le fait d'avoir un groupe où finalement, il y a beaucoup de monde et finalement, tu connais pas les gens du groupe. Et une semaine, il y a des gens, une semaine, c'est d'autres. Parce que tu vas pas avoir ce climat de confiance où tu peux suivre aussi l'évolution des autres et tu peux voir les autres évoluer et te dire, ah ouais, donc en fait, moi aussi, je suis en train de faire un chemin. Du coup, nous, ce qu'on a, c'est des petits groupes de 5 où elles travaillent par 5 et elles ont leur petit groupe WhatsApp et elles créent vraiment une dynamique de groupe. Donc au début, effectivement, on brise un peu moins la glace, on est un peu sur le superficiel, mais à la fin des 4 mois, les filles, après, elles gardent leur groupe WhatsApp, elles se connaissent, elles se font des bouffes. Nous, les coachs, on est même plus dans le délire, quoi, tu vois. Elles font leur truc. Et ouais, donc ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'au contraire, moi, je pense que c'est tout l'inverse. Si tu veux aller toucher l'inconscient, tu as plutôt intérêt à faire du groupe. Ouais, du coup, c'est clair. Et c'est hyper intéressant aussi que tu parles de ce climat de confiance. Ça, moi, je le vis beaucoup aussi. Donc, je suis coach entrepreneur, donc il y a ce côté business, mais en fait, comme je touche énormément aux émotions et à l'inconscient, il y a vraiment besoin de ce climat de confiance où les filles, elles se sentent suffisamment bien pour aller évoquer des problèmes hyper personnels quand c'est nécessaire, quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie des croyances limitantes qu'on entend encore, enfin moi que j'entends encore, il faut de l'individuel, que c'est mieux, que ça marche mieux. Mais tu l'as des fois avec des clientes aussi en premier appel. Des fois, ils te disent ah non, moi je veux l'individuel parce que je me connais, si c'est du groupe, je ne viendrai pas, ou je ne parlerai pas, ou je suis un peu introvertie. Et donc, alors maintenant, je le fais même plus parce que je pense qu'on a assez prouvé à ma communauté qu'en fait, le groupe c'était mieux. Mais au début, que j'ai commencé à avoir ces réflexions-là, je leur disais ok, on fait l'individuel, je te demande juste un truc, c'est qu'on fait tes séances individuelles et je te demande juste de venir à un groupe en observateur. Tu ne prends pas la parole. Tu peux si tu le veux, mais tu ne prends pas la parole. Et en fait, ce qui se passait, c'est que rapidement, on faisait plus les sessions individuelles. En fait. Moi, je leur disais, alors, tu as besoin cette semaine? Oh non, ça va, peut-être la semaine prochaine. Ok. Tu as besoin cette semaine? Oh non, ça va, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Ça m'arrive aussi. J'ai l'autre jour une cliente qui m'a dit là, on vient de finir la session de groupe. J'avais pris une session en individuel avec toi demain, mais écoute, pas la nuit. Il y en a qui sont silencieux, tu vois, pour les introvertis qui ont peur souvent du groupe. En fait, moi, je leur dis, mais tu as le droit de venir en fantôme, hein, tu viens et tu écoutes les autres. Moi, si je te demande est-ce que tu as envie d'être coaché, sur quoi tu as besoin d'être coaché aujourd'hui, que tu me dis bah non, rien, ce sera non, rien, il n'y a pas de problème. Et en fait, tu te fais coacher par procuration à travers les autres. Puis le jour où tu as vraiment un truc et que tu as envie que ça soit en individuel, on se fait une session individuelle. Mais du coup, tu vas progresser vachement plus vite parce qu'en fait, tu as besoin d'une session individuelle sur 4 mois au lieu d'en avoir une toutes les semaines où en fait, on aurait ramé, etc. Même pour toi, en gain de temps, c'est juste. Enfin, je vais dire price. Je sais pas si c'est. Nous, on est convaincus, mais voilà, je trouvais intéressant d'en parler parce que je sais que c'est encore quelque chose. Mais la façon de m'en convaincre, ça a vraiment été de le voir sur moi. Ouais. En fait. Ouais. Ah si, il y avait un sujet, un sujet qui m'intéressait d'aborder. Je parlais l'autre jour avec, je fais encore mes appels, mais ça va bientôt changer. Mais je fais encore mes appels stratégiques. Et comment dire, je parlais avec beaucoup de. Enfin, je me suis rendu compte que les femmes, plus que les hommes, s'empêchaient beaucoup de voir grand, d'imaginer grand et tout à l'heure, tu parlais que toi, tu prenais du temps justement pour écrire ta vision de comment ton business il va évoluer. Ça m'intéressait d'avoir un peu ton avis et qu'est-ce que tu fais toi par rapport à ça et à ton entreprise. Ok. Avant de répondre à ta question, tu avais pensé à un truc récemment où j'ai voulu faire un test où si j'affichais le prix en public, juste pour voir ce qui se passait et d'envoyer le lien. Évidemment, est arrivé le truc de mon Dieu, mais c'est super cher, mais pour qui tu te prends? Et ce qui est drôle, c'est que le premier truc qui me vient dans ma tête, moi, c'est en tant que femme, justement, c'est
attends, mais si j'étais un mec, ça vaudrait combien, en fait? Et ce côté de, ouais, c'est cher, ouais. Putain, merci, quoi. Genre, je fais mon job, je vais pas me sous-payer toute seule. Non, mais attends, tu sais, c'est moi qui crée mon entreprise. Je me suis énervée toute ma vie contre le fait que j'étais la moins payée de la boîte et la plus qualifiée dans tous les boulots dans lesquels je suis passée. Là, je crée mon entreprise. Il est hors de question que je me sous-paye et que je sous-paye des personnes d'ailleurs qui bossent avec moi, qui sont toutes des femmes. Ouais, on est du prix élevé et on va rester du prix élevé. Et pour les clients qui passent par nous, parce que bon, là, je t'ai parlé du surpoids, mais très souvent, ce qui se passe, hein, c'est que quand tu veux perdre du poids, en fait, le problème, c'est pas le poids, c'est ton boulot qui te plaît pas, globalement, hein, très très souvent. Du coup, après, on coach sur le business de temps en temps avec plusieurs filles. Et moi, c'est tout le temps ce que je leur dis. Je fais, c'est hors de question de viser bas. Enfin, on ne s'est pas battu en tant que féministe pour ça. Et surtout, pose-toi la question, comment tu verrais si tu étais un homme? Et après, pour répondre plus spécifiquement à ta question de qu'est-ce que je fais en pratique, moi, dès que je vois que je suis un peu moins performante et tout, je réécris ma vision. Je me dis, attends, est-ce que je suis toujours au clair? Est-ce que je sais où je vais? Pendant un moment, alors je ne l'ai plus maintenant parce que je voyage un peu plus, mais pendant un moment, j'avais acheté tu sais, des trucs pour écrire sur un tableau, un paperboard, mais qui sont en fait des post-it que je mettais dans mon mur. Donc en fait, j'avais des post-it en grand avec mes objectifs. J'ai une cliente qui m'a dit qu'elle avait des post-it énormes qu'elle mettait sur son mur, mais genre énormes, c'était rigolo. C'est ça? Ouais, c'est des post-it de la taille d'un paperboard en Ouais, fait. c'est ça. Ouais, elle m'en parlait l'autre jour. Du coup, c'était écrit en gros, tu vois, mes objectifs, etc. Je les avais en face de mon bureau tout le temps. Et puis dès qu'il sonnait plus juste, dès que je me disais, tiens, oh, c'est un peu bas ça, bah, je l'enlevais et je le recommençais. Donc, après, j'ai pas une pratique, tu sais, je me dis pas, là, tous les 3 mois, je le réécris, tous les matins, je le réécris. Non, j'ai pas ça. Mais je le garde vraiment en tête. Et j'ai vraiment cette vision. En fait, je crois que le truc qui m'a aidé de comprendre, c'est que il y a un moment où c'est indépendant de toi. En fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est même plus à propos de moi. C'est-à-dire que là, je me dis, si je visualise pas, si je vais pas le chercher, ça se fera pas et c'est un gâchis énorme. Mais même pas pour moi, parce qu'en fait, là, j'ai largement de quoi vivre. Je suis très heureuse. Voilà, ma vie me va bien. Je veux dire, j'ai les moyens de vivre le train de vie que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Mais je continue à vouloir faire grandir l'entreprise parce que je vois des projets, je vois d'autres choses et du coup, c'est même plus à propos de moi. Donc, j'essaye de me le rappeler le plus souvent possible parce que souvent, l'ego va dire oh là là, mais non, tu mérites pas plus, tu machin. Et là, je me rappelle à chaque fois que c'est pas à propos de moi et que finalement, cette facilité ou ce don, talent ou cette aptitude à faire telle chose, ici le coaching, bah, c'est pas un truc que j'ai choisi. Donc, c'est un truc qui m'a été donné de manière extérieure et je dois le mettre enfin, je dois l'utiliser au mieux, quoi. De la manière, enfin, je dirais ça aussi à quelqu'un je sais pas, qui serait hyper doué en musique, qui se compose, ce genre de truc, je dirais exactement la même chose, en fait. C'est que c'est pas à propos de toi, c'est pas qui tu es pour. Toi, t'es rien, mais ce truc-là, il t'a été donné et c'est la moindre des choses pour toi que tu l'utilises au maximum de sa capacité. Donc, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là et dès que je vois que les visions que j'ai, elles me paraissent un peu faibles, je les réécris. J'aime beaucoup, comme tu le dis, alors, à ceux qui nous regardent, vraiment de noter ça, de dire qu'en effet, il y a un moment donné, toi, t'as tout ce qu'il faut pour toi, pour ta vie, pour vivre comme tu as envie de la vivre, mais que c'est plus que question de toi, mais que c'est pour d'autres ou c'est pour contribuer à plus et tout. Et je trouve ça hyper intéressant de l'expliquer, de le voir comme ça. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent qui pensent, ou en tout cas qui ont l'impression que plus tu veux faire grandir ton entreprise et plus tu veux pour toi. Mais en fait, à un moment donné, c'est plus une question personnelle. Assez vite, c'est plus une question personnelle. Moi, j'étais étonnée de combien assez vite tu te dis, ah bah non, c'est plus à propos de moi ici, quoi. Ouais, donc c'est super intéressant en tout cas de le mentionner et de l'expliquer comme ça. Est-ce que, du coup, on arrive gentiment au bout de l'interview. Est-ce qu'il y avait un sujet que tu voulais aborder, quelque chose un message que tu as envie de dire ou de faire passer? Je crois que la partie qu'on vient de dire à la fin, c'est vraiment un message important à mes yeux, surtout quand on est en train de douter sur ses prix ou parce que souvent c'est le problème d'estime de soi, donc on ramène à soi. Et je crois qu'il y a un truc qu'on m'a dit un jour et qui m'a fait vraiment débloquer le truc, c'est que
on a souvent cette envie d'aider, sinon on ne ferait pas ce genre de métier, c'est qu'on a envie d'apporter quelque chose aux autres. Et moi, je me disais souvent avant que la seule raison noble de gagner plus d'argent, c'était de me dire qu'avec plus d'argent, j'allais pouvoir aider plus de monde en investissant, en faisant des programmes, des choses, voilà, avec cet argent-là. Je ne savais pas encore trop comment, mais je le voyais comme ça. Et en fait, j'ai compris, grâce à une de mes coachs, que en fait, ce qui allait me faire apporter le plus de valeur, finalement, ce n'est pas ce que j'allais faire avec l'argent à la fin, mais c'est le processus même de le gagner. Par le métier qu'on fait, en fait. Parce que c'est ça. Donc, en fait, quand je gagne plus, je me dis, waouh, on a aidé plus de monde. Et finalement, c'est vrai que la finalité d'avoir plus d'argent, ici, elle n'est plus en ligne de compte, pour la raison qu'on disait juste avant. Et je pense que c'est un truc important à se demander si, je ne sais pas si dans ton audience, elles en sont à ce stade-là, je crois qu'elles sont peut-être un peu plus avancées, mais quand tu crées l'entreprise surtout, et quand tu as des doutes sur tes prix, c'est souvent ça qui revient, c'est de te dire, mon Dieu, est-ce que je vaux assez? Et en fait, là, c'est pas la bonne question à se poser, c'est plutôt, est-ce que j'ai envie d'apporter assez? Est-ce que je suis prêt à apporter assez pour que la personne puisse investir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur elle-même, quoi. Est-ce que j'en suis là? Est-ce que j'ai envie de donner cette opportunité? Parce que si tu ne vends pas, tu ne donnes pas l'opportunité à l'autre de t'aider, quoi. Ouais. Après, je sais pas si tu es convaincu de ça, mais je ne sais pas si… Si, mais moi, mon audience, c'est des entrepreneurs qui sont déjà lancés, mais qui ne sont encore pas passés au prix cher, aux offres que moi j'appelle à haute valeur ajoutée. Donc, on fait justement tout ce travail-là. Et souvent, je leur explique que moi, j'aime cet outil de passer à des offres plus chères pour le processus, en fait. Pour ce qui nous apporte de le vivre et c'est vraiment ça qui me plaît, en fait, dans le fait de les aider à créer et à vendre des offres plus chères, en fait. Et ouais, ça demande après de faire son chemin à soi, se détacher de son ego pendant le travail. Et bon, ça, je sais que c'est quelque chose que tu peux super bien accompagner à faire. Donc, je suis sûre qu'elles sont entre de bonnes mains. Je dis elles, mais je sais pas si t'es… En groupe, c'est que des femmes et en individuel, les deux. Mais, le groupe, j'aime bien l'énergie de justement. Et parce qu'on en parlait juste avant, il y a une différence quand même dans la façon d'aborder ces questions de valeur, d'argent entre hommes et femmes de manière. C'est très schématisé, mais c'est quand même encore une réalité. Donc, c'est un groupe de femmes pour moi. Je l'accompagne. Ok, écoute, c'était super intéressant. Donc, le message, c'est celui-là, quoi. C'est pas à propos de toi l'argent, on va le chercher. Merci beaucoup, Esther. Et puis, où est-ce si quelqu'un veut te trouver, c'est quoi à quel endroit on te trouve sur les réseaux? Je suis Esther Taïfé partout, tout accroché, donc il faut mon nom dans la bonne orthographe, quoi. Esther avec un H et Taïfé avec un I et deux L et un I. Si tu as la bonne orthographe, tu me trouves à peu près partout. Et puis le podcast, c'est Se Sentir Bien, mais il y a aussi mon nom. Donc, je suis pas très active sur Instagram, je suis pas du tout présente sur Facebook et je suis plutôt active sur Twitter. Voilà. Et sinon, YouTube, c'est quand même le point de ralliement. Voilà. Super. Merci beaucoup. Salut. Et attends, t'en vas pas comme ça. Pour les autres vidéos, il suffit de t'abonner à la chaîne par là ou par là ou par là. Tu vas trouver. Je te fais confiance et on se voit très vite pour les prochaines interviews. Salut!